Bonjour à tous et bienvenue sur Cult Geek. On est là pour vous parler du film, le premier volet, Kaamelott. Padam. Et oui, on va en parler avec l'ami Kerr. Alors, salut. Magnifique. Et donc le truc, c'est qu'on va en parler avec l'ami Kerr. Il va vous représenter un petit peu le contexte du film et après on enchaînera par les avis. Sans doute le sien en premier, puis le mien, on verra. Alors mon cher Kerr, vas-y. Alors Kaamelott, déjà remettons un peu les choses dans son contexte. Série télévisée, format court 2005-2009 de M6, dans une période où les chaînes se battaient pour essayer de trouver des formats courts après l'énorme succès de Un gars, une fille avec Dujardin et Alexandra Lamy. Et c'était sur M6 qu'il y avait eu l'énorme succès Kaamelott avec la série d'Alexandre Astier. Alors c'est une série qui... honnêtement, une immense partie du grand public ne connaît que pour ces sketchs courts qui correspondent au premier livre et les livres suivants, donc la saison, ce qu'on appelle saison, mais enfin c'est le livre 5 et le livre 6, sont beaucoup plus sombres et sont sur un format qui est très différent, avec beaucoup moins de personnages qui étaient habitués à être les personnages vraiment récurrents et rigolos du casting, et ce qui fait que finalement Kaamelott est devenu une série, un ovni télévisuel, vraiment comme j'en ai moi rarement vu, porté vraiment d'une main de maître par Alexandre Astier, et il y avait la volonté d'en faire un film. D'ailleurs, il y a eu l'annonce d'une trilogie. Le premier film donc est sorti au cinéma en juillet. C'était le gros film de l'été, sorti donc le 21 juillet. Alexandre Astier était au scénar, il est à la réalisation, il est bien évidemment devant l'écran, en reprenant son rôle du roi Arthur. Alors au niveau le casting est assez bourrin. On retrouve en gros tous les personnages de la série, ou presque. Il y a Arthur, il y a Guenièvre, il y a Perceval, il y a Caradoc, Léo Dagan, il y a Merlin, il y a Bohort, il y a la Dame du Lac, il y a des guests aussi, Cornillac, Antoine Decaune, Lachimba, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Sting, Alban Lenoir, etc. Alors après, il y a des guests qu'on avait déjà vus dans la série, et puis des guests qui se sont ajoutés depuis. Alors Géraldine Nakache, par exemple, moi que j'adore, Sting qui joue un saxon. Donc voilà. Alors, on va dans cette vidéo vous donner notre avis sur ce premier volet. Il y avait un vrai enjeu avant de commencer à donner notre avis pour Alexandre Astier, c'était de réussir à satisfaire les fans de Kaamelott format 3 minutes avec les blagues de Perceval, Caradoc, séduire également le public de ceux qui ont aimé toute l'œuvre, et apporter des réponses également à ceux qui étaient un petit peu perdus par les derniers livres. Pourquoi ? Parce que en dehors des formats très courts, on a eu 2 saisons où le livre 5 c'était au niveau télévisuel les épisodes de 7 minutes, mais ensuite ça a été remonté pour que ça fasse des formats 50 minutes, et puis on a eu une dernière saison où cette fois on avait des épisodes longs coupés des autres personnages. Est-ce que Alexandre Astier a réussi son pari ? Est-ce que Kaamelott premier volet c'est le Mission Cléopâtre d'Alexandre Astier? On va voir. Tu commences par donner ton avis, mon cher Greg. Qu'as-tu pensé de Kaamelott premier volet? Alors moi je pense que c'est aussi important de juste dire un truc. Je n'avais pas vu l'intégralité de la série Kaamelott avant d'aller voir le film. J'ai vu les 3 premières saisons, donc qui sont les saisons courtes à plutôt sketch, même si on va en parler en parlant du film. Ce n'est déjà plus vrai sur une partie de la saison 3. Et je n'ai pas vu donc 4, 5 et 6, qui sont donc les formats un peu plus longs, un peu plus sombres. Avant d'aller voir le film, j'ai quand même vu plusieurs résumés de 4, 5 et 6 pour ne pas essayer de louper trop de choses. Et du coup, avec ça, bras dessous, je suis allé voir le film. C'est vrai que du coup, pour moi, Kaamelott, c'est un peu plus d'aller à bidonnade. Mais bon, il faut quand même avouer que déjà, dès la saison 3, il commence à dire à plusieurs reprises, ou en tout cas une reprise de manière plus que insistante, qu'il veut se faire sauter le caisson, comme il le dit lui-même. Donc en fait, le truc, c'est que je ne savais pas si j'étais en train d'aller voir quelque chose qui était plutôt du côté comédie ou plutôt du côté comédie sombre, plutôt film français intimiste ou des choses comme ça. Et j'avais volontairement pas vu les trailers. Et en fait,
Bah, c'est un peu de tout ça. Alors déjà, il y a un élément important, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui Kaamelott, c'est surtout des vannes, c'est surtout quelque chose de très marrant. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont ri dans la salle où j'étais ? Et en fait, il y avait une seule personne qui riait beaucoup, mais en silence, pour pas déranger le silence du reste de la salle. Et moi-même, j'ai ri à 2 moments. Et la personne qui se marrait tout le temps en silence, c'était ma femme, qui adore Kaamelott et qui, du coup, pour elle, il y a des moments, elle est bidonnée de Kaamelott pendant que moi, je regarde en silence complet à côté. Et le truc, c'est que... mais le reste de la salle était vraiment silencieuse. Donc déjà, vous attendez pas à avoir des fous rires sur Kaamelott. Déjà, ça vous met un peu le truc. Il y a des moments qui sont marrants. Il y a les moments qui sont les plus marrants de la série ne sont pas vraiment présents. Il y a des personnages qui auraient pu être vraiment des blockbusters. Pour moi, le personnage le plus drôle de très loin, c'est Perceval. On le voit pas. Enfin, on le voit pas. On le voit, mais on le voit peu. Et en fait, même s'il fait les scènes quand il est présent, bah, comme il est pas beaucoup présent, du coup, ça éclaire pas beaucoup le film de ça. C'est vraiment un film qui est focalisé sur Arthur, bon, comme l'était la série, vous allez me dire. Et du coup, Arthur, qui est un personnage qui n'a pas changé, qui est toujours un personnage dépressif, et qui est toujours entouré de personnes qui l'énervent parce que ce sont des débiles, et bah du coup, on a toujours vraiment cette partie-là qui est présente dans le film. Et du coup, vraiment, il y a une litanie, la musique, les choses laissent vraiment penser qu'on est sur quelque chose qui est plutôt... en fait, on a presque l'impression qu'on est en train de voir un film où c'est presque un Bill Murray. Vous savez, ce genre de film où il a, comme Broken Flowers, quelqu'un ou peut-être un Lost in Translation, où on a l'impression de voir un personnage qui est en transit vers potentiellement son suicide, mais à qui il arrive des trucs marrants, et du coup, bah, nous, spectateurs, on s'amuse un peu de ses déboires. Et c'est vrai qu'on a, quand on va voir le film, on a forcément des attentes, parce que c'est pas une nouvelle franchise, un nouveau produit. Et en fait, le film, du coup, est là pour tromper un peu ses attentes. Et c'est peut-être même le plus gros défaut du film. Je sais pas si on peut dire ça, mais en fait, Astier, j'ai l'impression qu'il s'est mis sur sa feuille de papier le principe, il s'est mis le sacerdoce qu'il sera toujours là pour surprendre les attentes des spectateurs, ou les décevoir et leur montrer qu'il y a autre chose. Sauf que le problème, c'est que les spectateurs, ils ont envie de voir Perceval et Caradoc, bah du coup, c'est peut-être aussi parce que c'est bien. C'est peut-être aussi parce que c'est vraiment marrant, Perceval et Caradoc. On a envie de se marrer quand on les voit. Et du coup, de peu les voir avec Arthur, dans le format qui habituellement marche, bah, c'est quelque chose de loupé. Enfin, si on va dans le restaurant préféré... En ce moment, ça fait plusieurs vidéos que je loupe particulièrement mes métaphores et comparaisons. Du coup, j'ai décidé de rester sur cette ligne. Le truc, c'est que si vous allez dans votre restaurant préféré pour manger vos profiteroles préférés et qu'on vous le file et qu'au lieu d'avoir vos profiteroles habituels, c'est les profiteroles, mais il n'y a pas de chocolat, et il y a juste de la mousse chantilly, en fait, vous appréciez qu'il y ait un effort qui soit fait pour essayer de créer du changement, mais bon, dans les faits, la profiterole, c'est aussi bon parce qu'il y a du chocolat là-dessus. Donc en fait, le truc, c'est qu'on a vraiment ça avec le film. On a la sensation que le film se retient de nous filer les trucs qui seraient réussis. Donc, bon... Ça en fait vraiment, enfin pour plein de points, et on est dans la partie non spoil donc je vais pas spoiler, donc ça en fait pour plein de points un truc où on se dit mais pourquoi là le moteur il manque du gasoil dans le moteur, et voilà, et donc ça donne des à-coups. Il y a plusieurs autres points qui sont à noter. Dans les points extrêmement positifs qui sont pour moi vraiment un bonheur entier, c'est un bonheur complet, c'est que le film en fait du coup je me faisais un marathon Kaamelott. J'enchaîne par le film, c'est incroyable, il a réussi des années après à garder le même phrasé, les personnages ont vieilli, mais c'est pas Friends Reunion, hein. Il y a personne qui a l'air d'être complètement à l'ouest et qui inquiète pour sa santé. Le truc, c'est qu'on a vraiment la sensation que c'est le même univers dans lequel on arrive, on revient des années après. Enfin, il a rien perdu de cette cohérence entre les dialogues, les personnages, il n'y a pas de personnage qui fait sauter comme ça au plafond. Et après, il y avait beaucoup dans les interviews d'Astier, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites sur la musique. Elle est sympatoche, mais
alors après, je vais dire un truc qui est très dur, c'est pas du Hans Zimmer. Bon, ok, alors le truc, c'est que Hans Zimmer, c'est un des pinacles de la musique des dernières années. Enfin, mais le truc, c'est que la musique, en fait, par moment, j'ai eu la sensation, c'est mon goût personnel et ça peut et n'importe qui pourrait vraiment avoir un goût complètement différent et aurait tout aussi raison. Le truc, c'est que j'ai eu l'impression que l'orchestration était bizarre, voire carrément, j'avais l'impression que c'était des fautes de goût. On a une scène qui est une scène d'amour, tendre, etc. On a une petite mélodie qui part au piano. Les touches de piano sont mixées d'un point de vue, enfin, beaucoup trop fort. Ça crée du coup une scène où on a l'impression que la musique ne sert pas le propos. Et ça, c'est un peu étrange. Et après, il y a des choses qui sont très jolies, des jolies litanies. Voilà. Donc, en fait, le truc, ce film Kaamelott, il est agréable. On voit pas le temps passer. Je suis hyper content qu'on ait une licence comme le Kaamelott en France. Il a réussi à créer une vraie licence forte avec une mythologie, quelque chose qui est vraiment intéressant. Bon, après, moi, la mythologie, on en parlera peut-être dans la partie spoil. Moi, la mythologie arthurienne, je l'apprécie énormément. C'est enfin, j'ai lu tous les livres quand j'étais adolescent. Et le truc, c'est que du coup, il caricature et il tord, il twist certains personnages qui sont mes personnages préférés de mon adolescence. Donc du coup, il y a des fois, ça me fait moins rire que d'autres. Mais le truc, c'est que... Enfin, mention spéciale à Bohort, pour ceux qui ont lu les livres. Et le truc, c'est que c'est vraiment extrêmement précieux d'avoir des licences comme ça en France. Donc vraiment extrêmement réussi. Ça n'est pas un grand film, et là, pour moi, c'est le deuxième point le plus faible, c'est la réalisation. C'est-à-dire qu'il y a des jolis plans, il y a des plans qui sont vraiment très réussis. Hein. Vraiment, il y a des moments où Arthur a une épée, et il y a des plans qui sont vraiment très très réussis. Par contre, mais la réalisation pour les scènes de combat, mais c'est un truc incroyable, c'est incroyablement cheap. Enfin, vraiment, c'est du niveau d'un piètre court-métrage. Et du coup, alors, pour les plans que j'ai vus donc dans les 3 premières saisons, je sais pas si ça améliore en saison 4, 5 et 6. Déjà, les scènes d'action étaient un peu vite fait, mais on était sur une blague, on était sur les scènes d'action de Funès, qui est clairement la référence principale de Arthur. Mais le truc, c'est que, ok, mais alors là, c'est un film, il y a des ambitions, il y a des acteurs, il y a des trucs. Enfin, les scènes sont problématiquement nulles. Enfin, ça va pas du tout. Il y a une scène où la première scène d'action de Arthur, elle est catastrophique. Enfin, donc en fait, le truc c'est que, mais par contre, quand on est sur quelque chose de plus posé, de mignon, avec des décors, enfin on a un décor réel et tout. Il y a des plans qui sont bien. Il y a un plan qui est très marrant parce qu'on a l'impression qu'il est tellement beau qu'il a surpris l'équipe et qu'ils l'ont mis plus que prévu. Et vers la fin du film, pour ceux qui voient de quoi je parlais, en bleu avec des éclairs, avec l'orage. Et le truc, c'est que en fait, voilà, c'est un film qui a des vrais défauts, qui a des vrais problèmes il y a des défauts, il y a des trucs qui sont vraiment loupés. Il y a des trucs où tu sais pas pourquoi il est en train d'essayer de retenir le plaisir du spectateur. Et après, il y a des trucs qui sont vraiment réussis, qui sont vraiment chouettes. Si vous aimez Kaamelott, il y aura pas d'erreur. Mais en fait, le problème, le problème de ton introduction, Kerr, c'est qu'en fait, tu dis, est-ce que c'est Mission Cléopâtre? En fait, Mission Cléopâtre. C'est très très au-dessus, très au-dessus, et du coup c'est vrai que le film choral, que en plus on a Chabat, que on a envie d'y croire, donc on a envie mais voilà, mais Mission Cléopâtre c'est un heureux, j'allais dire c'est un heureux accident, non, c'est Chabat c'est un génie, Chabat c'est notre plus grand créateur comique, un des plus grands créateurs cinéma français tout court, point. Le truc c'est que Astier, il sait écrire des dialogues, il sait faire des personnages. C'est pas le réalisateur qui est Chabat, et du coup, voilà, ça se sent. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pas apprécier ce film, aimer ce film pour ce qu'il s'est donné? J'ai envie de dire que non. Voilà. Tu veux réagir, mon cher Kerr, et tu veux ajouter tes points à toi? Oui, je vais donner mon avis sur le film. Tu parles de Mission Cléopâtre, tu fais le parallèle avec Chabat. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau des mecs comme Chabat qui sont intouchables, pour beaucoup, Alexandre Astier en fait partie, tu vois. Il y a Édouard Baird, il y
Il y a Chabat, il y a Alexandre Astier, enfin voilà, il y a Morel, François Morel à un autre niveau, mais tu vois, donc l'idée de que Astier, avec un casting comme ça, le retour de Kaamelott tant d'années après, puisse faire un nouveau Mission Cléopâtre, c'était possible. Sauf que je pense qu'il ne pouvait pas le faire, moi j'y ai jamais cru, mais qui pourra peut-être le faire, on en parlera plus tard, avec soit le 2, soit le 3, et encore j'ai des doutes quand on connaît Alexandre Astier, sa capacité à surprendre, et puis aussi aller, comme tu le disais, dans des sens qui sont pas forcément ceux auxquels on s'attend, et pas forcément une tournure, on va dire, très positive, très joyeuse. Donc voilà, alors maintenant revenons concrètement sur le film. Pour moi, c'était impossible qu'Astier réussisse son pari avec ce premier film s'il devait satisfaire tout le monde après avoir fait cette série qui est, comme j'ai dit, un véritable ovni télévisuel. Parce que la série est trop différente. On a, comme tu l'as dit, trois premiers livres qui sont drôles avec les vannes de Perceval, Caradoc. Le livre 4 qui commence à s'assombrir avec l'histoire qui commence à partir en cacahuète avec Lancelot. Le livre 5 qui perd plein de monde, mais vraiment plein de monde, et qui surtout a des longueurs incroyables et extrêmement sombre. Et le livre 6 qui a ses idées, mais plus aucun personnage quasiment de Kaamelott, et qui te perd aussi complètement. Concrètement, le 5, le 6, c'est des épreuves. Alors, il y a plein Astier est un artiste qui est complexe, qui est c'est difficile de comprendre le 5 et le 6, on pourrait débattre dessus longtemps, mais ce 5 et ce 6-là sont là, ils existent. Et du coup, ils vont gêner la genèse de ce film qui aurait pu être dès le départ un truc super drôle et être un truc super drôle jusqu'au bout. Et le film, du coup, ne peut pas être comme ça. Donc, c'est un espèce de pot pourri qui essaye de faire un peu une synthèse de tout ce qu'a fait Astier sur Kaamelott. Et globalement, je dis pas du tout que le film est mauvais, je dis qu'il a d'énormes défauts. Premier élément, je trouve que la première partie, pour moi il y a 3 parties. La première partie est celle où le film commence à se mettre en place, ça part dans tous les sens, on retrouve les personnages, leur nouvelle situation, on se dit tiens lui a vieilli, tiens il y a quelques vannes, ça marche moyen honnêtement, et on est un peu perdu. C'est pour moi un peu l'émission Cléopâtre. Visuellement sur certains décors, notamment dans les décors on va dire méditerranéens, mais ça marche moyen. La deuxième partie, c'est la partie où on sent qu'Astier veut faire du Kaamelott pur et dur avec tous ses personnages, il les a retrouvés, il va faire pour chaque personnage les bonnes blagues qu'il y avait dans la série. Donc on a Caradoc et Perceval qui vont nous sortir les vannes traditionnelles, l'aubergiste, enfin tous, ils sont tous là, Léo Dagan avec ses armes, enfin tout est là. Sauf que les personnages, ils ont trop peu de temps chacun pour être vraiment efficaces, et ça marche rarement. Je trouve les vannes, par exemple Perceval, qui était mon personnage préféré dans la série, là c'est le plus lourd en fait. Constamment sur l'ex de Caradoc, il lui ressort qu'elle est moche, qu'elle est moche, qu'elle est moche. Mais on l'a déjà vu 150 fois dans la série. Mais c'est marrant. Dans la série, ça m'a fait marrer. 150 fois dans la série, et là dans le film, j'ai trouvé ça lourd, de chez Non, moi ça m'a fait vraiment marrer. Bah ouais, pas moi. Qu'est-ce qu'elle a la mocheté ? Et alors, le truc aussi que sur le film, c'est que par exemple, j'ai vu beaucoup de critiques dire ah ouais, donc le père d'Alexandre Astier, donc Léo Dagan, est excellent comme toujours, mais en fait, il est quasiment pas là. Il est quasiment pas là, Léo Dagan, on le voit très très peu, il a pas le temps de briller. Alors oui, c'est un excellent acteur, Lionel Astier, mais dans les faits, on le voit pas assez. Donc il y a tellement de personnages que ça a un peu de mal à fonctionner. Et il y a quand même des scènes où dans le cinéma, alors déjà première remarque, dans ma salle, j'ai été le seul à rire 2-3 fois. Silence complet pour le reste.
Donc, bon, c'est un peu gênant. Deuxième truc, il y a quand même des scènes où je me suis dit que c'était catastrophique. Hein. C'était cata. La scène se termine, je me dis ah mais c'est dur ce qu'est en train de faire Astier et tout. Sauf que il y a la troisième partie où là, il essaye de synthétiser avec ce qu'il a fait dans les livres 5 et 6, de redonner du sens, de donner de la nuance, où Alexandre Astier en tant qu'Arthur est excellent. Alors là, pour le coup, je le trouve vraiment très bon. En réalisateur, il a d'énormes failles, mais vraiment sur la dernière partie, il redonne de l'espoir, il remet en valeur les personnages, il surprend, il est cohérent avec le livre 5-6, même 4. Il y a des personnages qu'il n'arrivera pas à sauver, comme Lancelot, mais bon, peu importe. Par contre, il y en a d'autres qu'il arrive vraiment à sublimer, comme Guenièvre par exemple, et d'autres. Et Arthur est très bon. Et là, dernière partie où au final, tu sors du film en ayant vu un film qui est mi-figue mi-raisin, mais t'as de un envie de voir la suite, donc Paris gagné, et de deux, t'as passé un moment au final qui était pas si désagréable que ça. Et tu disais que ça passe vite, c'est vrai que ça passe vite. Tout n'est pas parfait, mais le film est quand même pas désagréable. Et franchement, quand on voit l'œuvre initiale, c'était quand même pas gagné de réussir à faire ce premier volet-là. Moi, j'avais une crainte, c'était que Astier, mais c'était évident en fait qu'Astier ne le ferait jamais, c'était qu'il se trahisse, c'est-à-dire qu'il raye complètement les livres 4, 5, 6, comme Disney va rayer complètement la dernière trilogie Star Wars, et pour plaire au public et repartir dans la continuité de 1, 2, 3. Et en fait, Astier, il n'a pas fait ça. Il a dit, bah moi les gars, j'ai fait 1 à 6. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont lâché pour le 5 et le 6 parce que vous trouvez ça beaucoup trop dark, beaucoup trop perché, etc. J'en ai rien à carrer de votre avis. Moi, je continue à faire mon œuvre. Là, j'ai envie de faire mon œuvre au ciné, je la fais. T'adhères, c'est bien. T'adhères pas, je m'en fous. Et c'est un peu ce qu'a fait Astier, qui fait ces trucs pour lui surtout. Et ça peut être aussi un défaut parce qu'on en parlait en off. Enfin, il y a des aspects d'Astier qui peuvent quand même un peu agacer. Mais bon, en tout cas, ce qu'on pourra pas lui retirer, c'est que c'est un artiste et qu'il a des convictions sur ce qu'il fait. Voilà. Donc, au final, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu veux parler de 2-3 points sur en spoil, par exemple? Attends, il y a un truc dont on n'a pas parlé, il faut vraiment qu'on en parle, c'est les costumes. Les costumes, c'est un point d'interrogation énorme sur le film. Il y a Astier et globalement les chevaliers qui sont très réussis, mais vraiment très réussis, Astier particulièrement, enfin Arthur. Mais alors par contre, il y a des moments où c'est des délires. Enfin, les Saxons, qui sont derrière, là, qu'on voit derrière, ils ont vrillé. Enfin, il y a un moment, ils ont vrillé, ils se sont dit, en fait, on fait une comédie, donc il faut faire chelou. Et en fait, il y a des costumes. Alors, le costume de Lancelot, vous avez peut-être déjà vu. En fait, il y a des costumes, on a l'impression d'être dans une histoire sans fin dans les années 90. Et en fait, là où c'est étrange, c'est qu'une histoire sans fin, c'est toute la direction artistique qui est cohérente par rapport à ça. Là, on a l'impression qu'il y a des personnages où ils se sont dit, on fait un délire. Et quand c'était sur Arthur, c'est ah bah non, il faut qu'il fasse stylé, il faut qu'il fasse Aragorn. Et du coup, c'est trop. Enfin, bon voilà, ça casse pas le film, hein, faut rester tranquille. Mais le truc, c'est que je comprends pas le choix des costumes. C'est vraiment, on a l'impression que c'est encore une fois Astier qui dit qu'on lui a dit, voilà, le costume, t'es pas Cap. Astier, moi je suis Cap. Il y a vraiment l'impression qu'il y a des moments, Astier réagit sur le cap pas cap. Et alors là, les costumes, je comprends pas. Je comprends pas 2 secondes. C'est le costume de Lancelot. Je comprends pas du tout le costume des. Enfin bref, voilà. Petite parenthèse. Et on peut parler, si vous êtes ok, la partie spoil.
si tu voulais en parler, mon cher Ouais, Pierre. et moi j'aimerais commencer par une remarque sur Tolkien, parce que c'était toi qui m'en parlais en live. Alors oui, il y a dans l'interview sur Vas-y, Combini qu'a fait Astier, si je me trompe pas, ouais, c'est Combini. Et en fait, Astier dit ah ouais, mais moi Tolkien, j'ai jamais pu voir les films, j'aime pas. Là, j'ai été sur le cul parce que, enfin, quand même, Kaamelott n'est pas non plus dans un univers qui est très loin. Et du coup, j'étais vraiment sur le cul à quel point ils disent qu'il aime pas les films. Et le truc, c'est que et je trouve ça d'autant plus bizarre que donc là, on est dans la partie spoil. En fait, le truc, c'est que si vous regardez la manière dont il traite Arthur et Lancelot est l'exacte manière dont a développé vraiment toute la moralité, enfin dont Tolkien a développé toute sa moralité et de la manière dont Frodon a traité Gollum. C'est-à-dire qu'en fait, si Frodon, parce que ce que lui dit Gandalf ne gracie pas, en tout cas ne tue pas Gollum, c'est parce que Gollum est laissé vivant, donc il y a un acte de bonne action, que du coup, l'anneau est enfin envoyé dans la montagne. Puisqu'au moment de la montagne du destin, du coup, Frodon pète un câble, se met l'anneau, et c'est Gollum en fait qui le met dans les flammes. Ce qui était la remarque de Tolkien de dire c'est le mal qui détruit le mal. Et en fait, c'est marrant parce qu'on en arrive presque à la même conclusion. C'est-à-dire qu'en fait, là, Arthur est considéré comme un lâche par Lancelot parce que Arthur ne tue pas Lancelot. Mais en fait, c'est parce qu'il ne tue pas Lancelot que Lancelot va avoir un enfant qui sera Galahad et qui sera l'enfant qui va trouver le Graal. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était très étrange qu'il n'aime pas l'œuvre, alors qu'ils en arrivent exactement à la même logique sur la ritournelle de ce qui devrait être donc la fin de Kaamelott, à moins que la fin de Kaamelott ne soit pas le Graal, ce qui serait surprenant. Mais du coup, ils utilisent vraiment la même dynamique. Non, t'en penses quoi, Kerr ? Moi, je suis d'accord avec toi. Alors, attention, hein, sur Gollum aussi, il y a un truc, c'est que c'est Lancelot qui sauve Arthur quand il se suicide, quand il essaye de se suicider dans sa baignoire. Mais je suis d'accord avec toi sur, il s'inspire beaucoup je trouve, du Seigneur des Anneaux tout de même. Alors moi, le truc qui m'a un peu marqué et qui m'a un peu fait rire après que tu m'aies parlé de cette interview où il défonce Tolkien, c'est que moi je trouve que il défonce pas, mais il dit qu'il aime pas. Quoi. Oui, mais enfin bon, voilà. Le truc, c'est que quand il avance vers Lancelot, quand il avance vers la tour avec l'apparition de son père sur le côté. Mais c'est très clairement le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est un plan qu'on a vu dans le Hobbit, c'est un plan qu'on a vu dans le Seigneur des Anneaux. C'est Sauron ou c'est les Nazgûl en spectre. Donc il y a quand même une inspiration. Après, toi, tu parlais tout à l'heure des costumes. Le costume de Lancelot, je l'adore. Il est génial parce qu'il n'a aucun sens. Par contre, là où ça n'a aucun sens encore plus, c'est que il y a aucune référence, aucune explication. Pourquoi ce costume ? Il en fait un serpent. C'est un fourbe et il en fait un serpent, littéralement. Ouais, mais enfin, le mec, il a quand même un costume qui est improbable. Le matin, il l'enfile. Il y a un moment donné, ils doivent bien nous faire une vanne pour nous expliquer le pourquoi du comment. Un autre truc qui m'a étonné, il y a Sting qu'on voit plein de fois. Et le truc, c'est il y a aucun clin d'œil au fait que ce soit Sting. Mais ça, c'est Astier. Et globalement. Ah oui, c'est Astier. Non, mais d'accord. Mais ça, c'est Astier qui fait ça. Et globalement, dans Kaamelott, il est très people. Enfin, il y a quand même beaucoup de people qui passent dans Kaamelott. Et il n'y a pas de remarques sur leur vie à eux. Il essaie de garder un univers qui peut ne pas savoir que c'est des stars à côté. C'est-à-dire que pour les spectateurs, il fait exprès qu'il y ait de la star régulièrement. Mais chacun est utilisé en tant que personnage de Kaamelott. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, alors après, dans la partie spoil, ce que je voulais dire aussi, c'est que le prêtre n'est que dans le camp des méchants d'un Lancelot qui est complètement loupé. Enfin, Lancelot est loupé depuis un moment dans Kaamelott, je trouve. Depuis qu'il est plus chevalier errant, mais qu'il est juste dans l'opposition avec Arthur. Très souvent, il est loupé. Alors, il y a quelques moments où il s'en sort un peu, mais là, je trouve que dans le film, il s'en sort pas. Je trouve que l'ex de Caradoc, elle est loupée aussi.
Mais moi, le prêtre, tu vois, j'aurais aimé qu'il retrouve la bande, quoi. La bande autour de la table ronde m'a manqué. Les discussions autour de la table ronde, les conneries de Caradoc, de Perceval. Tu vois, quand je disais qu'il y avait un petit moment par personnage, par exemple, Caradoc, il se fait une fois un énorme casse-dalle, mais ça passe en quelques secondes et du coup, ça n'a pas le temps de te faire rire. C'est pas Caradoc qui va se lever en pleine nuit pour aller manger 3-4 saucissons et créer des scènes improbables dans les cuisines. Tu vois, il manque, par exemple, les cuisines, il manque cette scène-là, il manque on n'a pas retrouvé complètement Kaamelott et moi ça m'a un petit peu frustré. Après, dans ce que je disais qui était réussi, c'est alors ils reviennent sur le pourquoi que Arthur agit bien, ne veut pas tuer, etc. Donc ça c'est plutôt bien amené. On comprend qu'il veut encore une fois se suicider avec la destruction de Kaamelott, mais qui revient pour débarrasser Kaamelott de Lancelot. Bon, ok. En fait, il y a Astier apporte de la nuance qui, je trouve, est réussie. Mais maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Et voilà. Moi j'étais surpris, mais encore une fois, j'ai pas vu 4, 5 et 6. J'étais surpris qu'à la fin, il veuille de nouveau se suicider. Voilà, j'ai l'impression que c'était quand même. C'est-à-dire qu'il passe des années à vivre une vie de travailleur ou d'esclave, suivant comment on comprend le début. Et le truc, c'est que il vit son truc, mais quand il vient à Kaamelott, eh ben, il veut se resuicider. Ouais, moi je trouve ça bizarre. Et le truc, c'est que. Enfin, je trouve ça bizarre. C'est comme si vraiment il y a une volonté, une ligne directrice d'histoire qui fait que quand on voit Arthur, il faut qu'il se suicide ou qu'il faut qu'il montre qu'il ait envie du suicide. Et j'ai jamais senti ça. Enfin, dans les livres de Chrétien de Troyes, sur le personnage d'Arthur. Après, je ne sais pas si des spécialistes pourraient dire qu'en fait, si Arthur, parce que ce qu'il a fait à sa demi-sœur, il avait envie de se foutre en l'air. Mais à part ça, je ne vois pas de ligne directrice où en permanence, on est obligé de dire attention, Arthur, t'approches pas de trucs coupants, tu vas te foutre en l'air. Le truc, c'est que... Enfin, en gros, si on exerce ça, il y a quand même plein de moments sympas. Enfin, c'est très facile, mais la chorégraphie des armes de siège, elle est chouette. Bon, elle arrive très rapidement et on comprend assez vite, mais elle est chouette. Je trouve que ses parents sont sous-utilisés. Enfin, en fait, le truc, c'est que le film sous-utilise énormément de choses. On a l'impression qu'en 3 épisodes de 3 minutes, on a plus utilisé les personnages qu'on aime bien. Et là, il y a quand même beaucoup d'expositions. J'espère que le film 2 et 3, du coup, iront beaucoup plus vite. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que vu le succès, on peut imaginer que le 2 et 3 seront financés. Et encore une fois, j'en reviens, c'est un bonheur d'avoir cette licence en France. C'est un bonheur de le voir pouvoir, avec ses défauts et ses qualités, faire son œuvre, en tout cas Astier. Et ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, je suis très content d'aller voir le film en salle. Et encore une fois, d'aller en salle, c'est un moyen de soutenir les films plus que d'attendre qu'ils sortent sur les plateformes. Et je sais que c'est moins facile quand il y a le pass sanitaire, mais c'est un moyen de soutenir aussi ces licences. Voilà, petit message comme ça. Et voilà. Tu voulais rajouter un mot de la fin, mon cher K? Ouais, moi je voulais revenir juste sur Guenièvre Arthur, le baiser, qui m'a énormément étonné. Alors on en connaît, on sait pourquoi Arthur n'avait jamais touché Guenièvre. Là où maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que là il le fait. En tout cas, ça faisait un moment où je trouvais que Guenièvre était attachante. C'est un personnage qui est bien travaillé. C'est dans Kaamelott et dans le film elle a eu quelques petites scènes où elle était attachante et je trouve que cette scène là du baiser fonctionne admirablement. C'est peut-être une des plus réussies du film, donc j'ai envie de voir où ils vont nous amener dans cette relation à Arthur Guenièvre. Voilà. Et du coup, merci à toi et on va se dire au revoir, et on va se dire au revoir en se disant que au final la quête du Graal n'était pas très présente dans ce film. Ça lui laisse que 2 films
pour avancer quand même. Donc ça va falloir qu'il avance un peu plus Fissa. Et puis ce que je trouve intéressant et là où j'ai hâte de voir où il ira, c'est que du coup visiblement, alors donc encore une fois c'est les saisons que j'ai pas vues. Mais ce qu'il a l'air de le travailler, c'est entre autres sa stérilité, potentielle stérilité. Et c'est le fait de savoir que en fait, c'est justement son fils, Mordred, qui est censé amener l'apocalypse, entre autres, à Camelot. Et du coup, tout ça, ça laisse 2 films pour le faire. Ou alors, est-ce qu'il a prévu qu'il y ait 2 films, puis 4 BD, 3 jeux de rôle, et qu'on ait peut-être la fin en 2257 je sais pas. Mais il y a encore beaucoup de légendes arthuriennes à couvrir là en 2 films. À mon avis, trop. Mais j'ai envie de dire, on verra. Des bisous à tous. Et faire le lien avec The Witcher. J'ai hâte de voir le duel Henry Cavill-Alexandre Astier. Ouais, avec Ciri, mais le truc c'est que du coup il faut recaster du coup la Dame du Lac très très fissa quoi. On se retrouve bientôt, des bisous, ciao ciao. Ciao.